Ok, je vais répondre à cette série de questions pour Dan. Alors la question des prisonniers, qui choisit quoi? Là, il y a, pour le moment, les Israéliens, ils se sont mis d'accord sur quelques critères. Ça veut dire, ils ont dit les otages civils en premier, avec eux les soldats femmes, et après les doubles nationalités, ce qui est franco-israélien, américain-israélien. Au début, les Israéliens ils ont dit on ne va pas libérer des Palestiniens qui ont des longues peines. Ça a bloqué pour longtemps. Mais là, les 4 premières vagues, ils se sont mis d'accord sur, on va dire, les critères israéliens, et les Palestiniens, ils ont dit on commence à libérer les plus anciens prisonniers palestiniens, et on va arriver jusqu'à les plus nouveaux. Alors là, on voit les prisonniers qui sortent, c'est les plus anciens. C'est les plus anciens prisonniers, même s'ils sont jugés à vie. Ils sont en train de sortir. On a vu plusieurs, Palestiniens qui sont jugés à 17, 18, 19 ou 20 fois à vie ou 22 fois à vie qui sont libérés. Mais moi, je pense que les négociations dans la deuxième partie vont être les plus dures, parce que les Israéliens et les Américains, ils ont dit les gros noms et les symboles, c'est pour la deuxième partie. On parle de Marwan Barghouti, Ahmad Saadet, les dirigeants du Hamas dans la deuxième intifada accompagnés, et ils ont dit ça c'est pour la deuxième partie contre les soldats et les généraux israéliens qui sont dans les mains des partis politiques à Gaza. Ça se négocie comme ça. Aujourd'hui, les Israéliens ils ont envoyé leurs équipes de négociation au Qatar pour renouveler les négociations, pour voir fin février, ça va donner quoi pour les échanges. Deuxième question, Jérusalem. C'est vrai, je n'ai pas abordé la question, mais ça a besoin d'une conférence toute seule. Moi, je suis né à Jérusalem, ma mère est française, mon père est palestinien. Les gens qui sont nés à Jérusalem sont nés sans nationalité. Ce statut spécial qui s'appelle la résidence permanente, les Israéliens l'ont imposé sur les Palestiniens de Jérusalem et sur les Syriens du plateau des Golan occupés en 1967. C'est une carte de résidence permanente donnée par le ministre de l'Intérieur israélien pour ces citoyens de Jérusalem, pour les Palestiniens de Jérusalem. Ce n'est pas une nationalité. Ça veut dire à la naissance, tu n'as pas de nationalité. Les gens, ils n'ont pas de nationalité. Moi, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française. Mais cette carte de résidence, elle doit être renouvelée tous les 10 ans. Parce que les Israéliens aussi, ils ont un plan comment vider Jérusalem de ses citoyens de Jérusalem. Pour ça, ils ont fait plusieurs lois. Par exemple, la première, c'est la loi des absents. Ça veut dire que toi, en tant que Palestinien de Jérusalem, tu perds le droit de résider à Jérusalem si tu vis hors de la ville. Ça veut dire si tu es marié avec une Palestinienne de Cisjordanie, de Ramallah, tu vas habiter à Ramallah, tu perds automatiquement ton droit de résider à Jérusalem. Si tu habites à l'étranger pour longtemps, aussi tu viens sans papier en fait. Et tu ne peux pas avoir d'autres papiers. Si par exemple, moi j'ai la nationalité française à la naissance parce que ma mère est française, mais si par exemple un étudiant palestinien de Jérusalem, il vient en France, il étudie quelques années, il règle ses papiers, il devient français, et les Israéliens découvrent qu'il est devenu français, automatiquement il devient étranger. Il devient français, il n'est plus palestinien dans le système israélien. Ça, c'est des lois. Mais en 2018, les Israéliens, ils ont fait une série de lois. Parmi eux,
la loi nation, quand j'en ai parlé, je parlais tout à l'heure, qui est considéré Israël comme l'État du peuple juif. Et la deuxième loi, c'est le défaut d'allégeance. Déjà, en tant que peuple occupé, on n'a pas à faire allégeance à une force occupante. Cette loi de défaut d'allégeance, elle a donné le droit au ministre de l'Intérieur israélien de retirer la carte de résidence permanente de n'importe quel Palestinien qui considère comme danger sur l'État d'Israël. C'est lui qui décide que X ou Y, c'est un danger sur la sécurité d'Israël, il n'a plus le droit de résider à Jérusalem. Parmi cette loi, il y a les 4 députés qui étaient élus en 2006, j'en ai parlé des élections de 2006, les 4 députés qui étaient élus pour le Hamas en 2006. Ces députés ils étaient arrêtés, leur carte de résidence enlevée, ils étaient envoyés chez l'autorité palestinienne à Ramallah. L'autorité palestinienne elle ne peut pas faire des papiers sans l'accord des Israéliens parce que tout le système administratif, au final, il est contrôlé par les Israéliens. Ces députés, ils sont sans papier chez eux depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas de système de santé, ils n'ont pas le droit de voyager, rien du tout. Sur la base de cette loi aussi, le défaut d'allégeance, on était aussi 7 prisonniers visés par cette loi. Moi, j'étais le premier à être libérable. J'ai été pris en force directement de la prison en 2022, directement à l'avion, et depuis l'avion arrivé en France, j'ai eu plus le droit de retourner chez moi. Ça fait parmi les lois qu'ils ont fait pour que les renseignements israéliens montent les dossiers pour dégager les résidents de Jérusalem. Troisième chose, la question d'Al-Damir. Moi, j'étais avocat aussi à l'association de droits de l'homme Al-Damir. Al-Damir, c'est une association fondée en 92-13 par des anciens prisonniers pour défendre les prisonniers politiques palestiniens. Cette association s'est développée. Maintenant, elle fait pas que la défense légale des prisonniers, bon, légale c'est entre guillemets, pour les prisonniers, mais elle a aussi on va dire, une branche de documentation. On documente tout ce qui est la vie des prisonniers et toute la documentation qui concerne les prisonniers en général. Il y a aussi l'advocacy, c'est la branche qui s'occupe d'alerter l'opinion publique internationale sur la situation des prisonniers politiques. Al-Damir en 2021, avec 6 autres organisations de société civile palestinienne, il était envahi par l'armée israélienne et déclaré comme des terroristes. Ils ont envahi les plus grandes orgas civiles à Ramallah, ils les ont fermés. Ils ont déclaré comme terroristes et nous, on était plusieurs à être arrêtés dans les différentes associations. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup à cause de cette déclaration comme terroriste, et surtout des fonds des pays européens. Mais maintenant, Damir pour le moment, ça fonctionne moins qu'avant, mais ça fonctionne toujours. Sur la question de l'autorité palestinienne, moi je suis assez clair là-dessus. L'autorité palestinienne, avec les accords de sécurité qu'elle a signés au fur et à mesure dans les années, sur plusieurs accords de sécurité. Oslo, même après, il n'y avait pas que Oslo, ils ont fait les sécurités. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, elle n'a pas un rôle politique à jouer, elle est assez faible, elle a été détruite déjà en 2002 par les mains des Israéliens, et après elle a plongé dans des accords de sécurité, des accords économiques avec les Israéliens. C'est vrai que en condamnant l'invasion de l'autorité palestinienne avant l'invasion des Israéliens pour le camp des Jénines, où ils ont tué et arrêté des Palestiniens, et je pense que l'autorité palestinienne et son rôle de collaboration de sécurité, il doit s'arrêter immédiatement, parce que cette collaboration de sécurité ne sert que aux Israéliens et les intérêts de sécurité d'Israël. La première question sur les réfugiés. Écoute,
les réfugiés, aujourd'hui, il y a entre 7 et 8 millions de Palestiniens hors de la Palestine dans la diaspora, partout dans le monde. Il y a 6 millions à l'intérieur, ou 7 millions à l'intérieur, et plus 7 ou 8 à l'extérieur. La majorité se trouve dans les pays arabes, soit le Syrie, Liban, Jordanie, en Égypte aujourd'hui aussi, à cause de Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, en Europe. La plus grande diaspora en Europe, c'est en Suède et en Allemagne. En Allemagne, il y a 200 000 Palestiniens en Allemagne et il y a entre 250 et 260 000 Palestiniens en Suède et aussi dans l'Amérique latine et aux États-Unis, au Canada. Mais la majorité, c'est dans les pays arabes autour. Et là, c'est une question sur la situation, entre guillemets, en Israël. Est-ce qu'il y a des Israéliens qui soutiennent les Palestiniens ou pas? Je vais être assez clair là-dessus. Regarde. Parce que aujourd'hui, en France, on adore essayer, les médias surtout, d'essayer de justifier pour Israël quelque chose. Essayer de dire oui, mais bon, c'est Netanyahou, c'est l'extrême droite israélien, c'est pas l'État d'Israël. Non, moi je suis assez clair. Quand on s'est fait massacrer en 1948, on s'est fait massacrer par la gauche socialiste qui montait de l'Europe avec son idée de socialisme de l'époque. C'était pas l'extrême droite, c'était pas l'extrême droite israélien de Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir. Eux, ils sont arrivés les dernières 20 ans. Avant les dernières 20 ans, avant les années 2000, tu avais les travaillistes de gauche. Tu avais les travaillistes de gauche et les travailleurs socialistes de l'époque qui sont arrivés de l'Europe de l'Est avec l'idée de socialisme colonisateur de l'époque. Avec les passés des années, tu avais une montée d'un peu une gauche radicale, on va dire, mais pas assez radicale, qui dit que voilà, mais les Palestiniens, ils ont quand même le droit sur un État de 67, il faut reconnaître les droits des Palestiniens et tout ça. Avec le passé de temps, ces gens se sont fait marginaliser. Et cette société, c'est pas moi juste qui le dis. Ça, c'est le développement d'un État colonial. Il se fait bouffer de l'intérieur. Ça, c'est d'arriver à il se fait la destruction d'un État colonial aussi. Il arrive de développement raciste de l'intérieur. Avec le passé du temps, cette société, elle est en train de se radicaliser vers l'extrême droite. Radicaliser vers la droite et vers l'extrême droite. Si on imagine que en 82, on avait, après même pas un mois, en 82, quand ils ont envahi le Liban en 82, tu avais 30 000 protestants contre la guerre, contre le Liban à Tel Aviv. Tu avais 30 000 à l'époque. Aujourd'hui, en 2021, je veux parler de 2021, la guerre de 2021, ils n'étaient pas capables de rassembler 2000 personnes contre la guerre de 2021. Déjà moi, un bon Israélien entre guillemets, c'est l'Israélien qui reconnaît les droits historiques du peuple palestinien. Moi, je ne veux pas une solidarité conditionnelle. Moi, je ne cherche pas la solidarité. Moi, je cherche une solidarité qui reconnaît mes droits, qui reconnaît mes droits historiques. Je ne cherche pas une solidarité de pitié, de dire que voilà, vous avez le droit, mais nous, quand même, ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est une Shoah, on la connaît, on l'a condamnée, et tout est condamnable. Mais moi, je ne paye pas le prix. Je ne suis pas là pour payer les prix des fautes des autres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on va dire les Israéliens qui étaient pour le droit des Palestiniens, ils sont en train de quitter, la majorité, ils sont en train de partir, ils ont déjà quitté il y a des années. Et moi, il faut le dire clairement, la société israélienne, elle est complice dans ce qui se passe. Si on sait que la majorité de la société israélienne a fait l'armée israélienne, tous ils savent ce qui se passe. À l'âge de 18 ans,
les hommes ils vont 3 ans dans l'armée et les femmes ils vont 2 ans dans l'armée. La société entière elle est complice dans ce qui se passe. Et on ne peut pas dire oui, c'est le gouvernement de l'extrême droite. Non, ce n'est pas le gouvernement de l'extrême droite, c'est le système colonial israélien qui est tout entier responsable de ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans la région. Il reste quelques ONG, je ne te cache pas, il reste quelques ONG, quelques associations à Jérusalem et d'autres comme il y a quelques-unes, mais ils sont pas nombreux, mais ils se font harceler aussi, qui sont menacés par le système israélien. La question pourquoi les Palestiniens ils se sont trouvés dans cette situation, moi je pense qu'on... Regarde, la question elle est assez longue là-dessus. Mais moi je pense notre patrie qui se sont retrouvés entre l'Afrique et l'Asie, cet endroit, pour contrôler la région, il faut contrôler la Palestine. Ce n'est pas la première occupation qu'on subit. On a une place stratégique dans la région. Tout le monde veut de ces 27 000 kilomètres carrés. Et moi, je pense qu'on n'est pas détesté. C'est la question que, voilà, le rapport de force mondiale aujourd'hui, il n'est pas à notre faveur. Mais moi, je pense que, voilà, moi, la riposte qu'on a eue après le 7 octobre, cette riposte des peuples qui sont sortis à des millions et des milliers à nous soutenir, moi, je pense que cette riposte, elle est pas assez, bien sûr. C'est pas la riposte qu'elle va nous libérer. Mais moi, je pense que on a encore devant nous des choses à faire, surtout sur la situation interne. Nous, on a une catastrophe interne chez les Palestiniens aussi qu'il faut la régler. De là, je passe vers la question du futur. Moi, je pense que le futur, ça doit commencer aussi par les Palestiniens eux-mêmes. Nous, on est parti un peu loin du fond de ce que ça veut dire un mouvement de libération nationale. On a compliqué la chose, on a compliqué politiquement la vie de tout le monde, pour le mouvement de solidarité, pour les États, pour tout le monde. On a construit un non-État sous une occupation qui contrôle ces États. Alors on a vraiment compliqué les choses. Moi, je pense que notre responsabilité aujourd'hui est de voir comment retourner sur la base d'une OLP, une OLP qui représente tous les Palestiniens, tous les partis politiques palestiniens. Il y a des gens qui vont me poser la question, y compris le Hamas. Oui, y compris le Hamas, parce que le Hamas, il est un des composants de la société palestinienne. Il va être représenté, il est en 2006, il va être représenté, l'Europe accepte ou pas, les États-Unis acceptent ou pas, mais les choses sont comme ça. Une OLP qui représente tout le peuple palestinien sur des bases démocratiques, sur un programme politique de libération nationale. Moi, je pense sans un rapport de force pour les Palestiniens à l'intérieur, avec un soutien de l'extérieur, je pense qu'on va rester bloqué dans ces situations politiques. Et moi, je pense que le blocage de la libération de certains prisonniers politiques palestiniens, c'est un blocage parce que les Israéliens ils savent que la libération de certains dirigeants politiques palestiniens, ça peut conduire à la nouvelle formule de renouveler l'OLP sur des bases nouvelles et qui rassemble le peuple palestinien. Moi, je pense qu'on a une responsabilité énorme sur la question comment travailler sur l'unité du peuple palestinien à l'intérieur et à l'extérieur, parce que c'est la seule riposte qui va faire peur aux Américains et aux Israéliens. Et après, développer et traduire cette unité des Palestiniens sur une ligne de résistance et de combat. La question de Marwan Barghouti, oui, Marwan Barghouti, il est parmi les noms qui étaient
Marwan Barghouti, il est parmi les noms que les Israéliens ils ont refusé de libérer la première vague. Ils ont insisté qu'il ne doit pas être libéré. C'est vrai que Marwan, il a son caractère et il a son rôle politique à jouer. Il a ses relations dans le système palestinien et dans la région. Il n'est pas le seul, mais bon, c'est le plus qui a la chance, on va dire, qui peut jouer ce rôle sur la question de l'unification des partis politiques et le mouvement politique palestinien en général. C'est pour ça aussi que je pense que les Israéliens, ils ont insisté de ne pas le libérer dans la première vague. Sur la question du Hamas, la religion, les frères musulmans en compagnie, yeah. Moi, je ne suis pas religieux du tout. Et moi, je pense, et je sais, je reconnais, je vois le rôle de frères musulmans qui a été joué dans la région, et surtout là récemment en Syrie, en Turquie et ailleurs. Mais moi, je pense que le développement des choses, moi, je pense que aussi, il ne faut pas reprimer les gens à cause de leur choix. Ce qui s'est passé en Égypte, on l'a vu. Ce qui s'est passé en Algérie, à certains moments, on l'a vu. Ce qui s'est passé en Palestine en 2006, on l'a vu. Et directement, quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, tu avais une contre-attaque massive qui était contre eux. Moi, je pense que le Hamas, il y avait un gros changement qu'il a vécu à l'intérieur. Et on l'a vu surtout avec les déclarations de ces dirigeants. Par exemple, leur alliance avec l'Iran, ça leur a fait trop perdre de leur alliance avec les frères musulmans, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs. Il y avait beaucoup de contradictions entre les frères musulmans et la branche du Hamas à l'intérieur de la Palestine, surtout Gaza à cause de leur alliance avec l'Iran, avec le Hezbollah et tout ça. Non, il y avait cette question, elle était déjà posée, elle s'est posée, elle se pose encore. Elle n'est pas réglée 100%, mais elle est déjà posée. Et si tu me parles s'ils doivent s'éloigner ou pas de l'image politique en général aujourd'hui en Palestine, moi je les vois pas s'éloigner. Moi je les vois pas s'éloigner. Moi, je pense la reconstruction d'un mouvement national palestinien, je pense qu'elle doit se baser sur des bases démocratiques assez claires. Mais de dire que voilà, aujourd'hui, qu'ils doivent se mettre de côté et de ne pas intervenir dans la politique, je ne pense pas que ça va passer comme ça, vu la scène interne de la situation palestinienne. La deuxième question sur où j'étais et quelle prison, comment c'était la situation. Moi, j'étais arrêté à plusieurs reprises. La première fois à l'âge de 16 ans. J'étais un gamin de 16 ans. Et la dernière fois, j'étais à l'âge de 36 ans. En total, j'ai passé 10 ans en prison. La plus longue durée, c'était 6 ans et 9 mois. J'étais dans 13 prisons ou 14 prisons différentes parce qu'ils nous transféraient systématiquement entre les prisons pour déstabiliser notre vie interne et casser les relations qui se développent. Alors, on a changé régulièrement des prisons. La torture, oui, il y avait de la torture, surtout la torture psychologique, la question de l'isolement. J'étais placé à plusieurs reprises à l'isolement où j'ai passé des mois tout seul enfermé dans des pièces de 1 mètre à 2 mètres carrés où j'avais pas le contact avec l'extérieur. La période des interrogatoires, c'était aussi des périodes très dures où, par exemple, on passait une semaine ou plus de fois attachés sur des chaises, menottés main et pied sur une chaise, où on se fait interroger à plusieurs jours sans pouvoir dormir et il te réveille à chaque moment où tu te fermes les yeux. On est privé de soleil pendant des mois, 3, 4 mois.
en interrogatoire sans voir le soleil. Moi, par exemple, mon père, il était arrêté il était arrêté pendant que j'étais en interrogatoire pour me mettre la pression pour que je parle. J'étais des mois et des mois interdit de visite. Alors, il y avait cette torture psychologique à haut niveau. Oui, il y a la question de la négligence médicale, ça, j'en ai pas eu le temps. La question des prisonniers, il a vraiment besoin de conférence toute seule pour parler détaillé de ça. Mais par exemple, tu parles de la négligence médicale. La négligence médicale, c'est une des moyens de torture. Ils ne te donnent pas les médicaments ou les soins adaptés à ta maladie, et avec le passé des années, tu te trouves soit handicapé, soit mort. Le dernier prisonnier mort à cause de cette négligence médicale, c'est Walid Daqqa, un prisonnier de 48, qui a passé 39 ans en prison. Il a développé un cancer assez spécial, on va dire. Ils ont refusé de lui donner ses soins adaptés. Et il est mort il y a quelques mois à cause de cette négligence médicale. Et ils vont au-delà. Tu sais que les Israéliens, même une fois que tu es mort en prison, la torture n'est pas finie. Ils gardent les corps morts des prisonniers dans ce qu'on appelle des frigos jusqu'à la fin de la peine, des corps morts avant de les rendre aux familles. Et aujourd'hui, on a dans ce cadre de ces corps morts, on a au moins des cinquantaines, des soixantaines des Palestiniens morts dans ce qu'on appelle des cimetières à numéros, où les corps sont identifiés par numéro, les gens sont enterrés. Jusqu'à la fin de la peine, tu peux passer 20 ans, 10 ans, 12, 15 ans de plus de ta vie, juste pour la torture psychologique, la continuation de la torture contre la famille et contre les proches, contre les enfants et tout ça. C'est ça la mentalité israélienne. La deuxième et dernière question, je suis désolé, sur la question de l'enfance et les prisonniers enfants. Bah, l'enfance, elle vit dans des circonstances assez difficiles, cette enfance. Il n'y a pas une enfance normale. Moi, je ne te cache pas, surtout à Gaza aujourd'hui, il n'y a pas une enfance. Il n'y a pas une enfance. Il n'y a pas une enfance normale. Il n'y a pas la vie d'un enfant. Tu ne peux pas la comparer avec la vie de n'importe quel enfant dans le monde. Il n'y a pas si on imagine un enfant qu'aujourd'hui il a 15 ans. On est 2025, 15 ans. Cet enfant de Gaza, il a vécu 8 guerres. Bah, tu ne sais pas comment les choses vont se développer. Hein. Peut-être qu'ils vont. Je ne sais pas la situation économique, comment elle va devenir. La situation, c'est compliqué de répondre. Pour moi, c'est vraiment compliqué de répondre. C'est quoi l'avenir pour des enfants qui ont 17 ans, qui ont vécu 8 guerres. C'est pas. Et la dernière sur la question des enfants détenus. Les enfants détenus subissent les mêmes circonstances et les mêmes conditions de détention que les prisonniers adultes. Aucune différence de traitement entre adultes et enfants. Les enfants sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Les enfants aussi sont torturés dans les interrogatoires. Les enfants sont détenus dans des conditions terribles. Ils peuvent passer des mois et des mois et des mois sans aucun contact avec l'extérieur. Les enfants, ils peuvent être envoyés, par exemple, à l'isolement total pour des mois et des années à l'isolement total, où ils sont enfermés tout seuls dans des 3 mètres carrés pendant 2 ou 3 ans, comme le cas de l'enfant Ahmad Manassra de Jérusalem. Il a passé 5 ans à l'isolement total après qu'il avait développé une maladie psychologique à cause de la torture physique et psychologique qu'il a vécue pendant les interrogatoires. Alors les enfants, la prison israélienne, elle est faite pour assassiner l'enfance des Palestiniens. Une fois que tu es rentré enfant en prison, tu ne sors jamais. Moi, je me souviens, à l'âge de 16 ans, quand j'étais arrêté à l'âge de 16 ans, je suis sorti à l'âge de 17 ans, j'ai senti que j'avais déjà 23 ans. J'ai plus le gamin, je suis plus le gamin qui est rentré à l'âge de 16 ans en prison. Et ça prend du temps à comprendre. Ça m'a pris des années pour savoir que mes comportements, ils ont radicalement changé après quelques mois de prison quand j'avais 16 ans. Bon, il est l'heure là, je pense. Je vous remercie beaucoup, merci à vous. On reste engagé, déterminé et on continue le boulot. Merci à vous. Merci à vous tous.